Et what's up les bergers, aujourd'hui une vidéo un peu particulière sur la comparaison entre deux bombardiers bien connus avec le B1 et le Tupolev 160. Nous allons parler du développement qui est bien plus qu'intéressant de ces deux appareils qui n'ont jamais failli voir le jour à cause de l'arrivée des missiles balistiques, des systèmes antiaériens, mais aussi des décisions politiques. Nous allons voir tout ça. J'avais promis effectivement de faire cette vidéo à un abonné, mais j'avoue que je n'y avais plus trop pensé, donc désolé et merci de me l'avoir rappelé. Du coup, voici la vidéo promise. La question posée était de savoir si le B1 était le pendant du Tupolev 160. À vrai dire, c'est peut-être même l'inverse. Allez, c'est parti. Avant de faire la comparaison, nous allons faire un historique des deux appareils. Vous savez bien que j'aime bien faire l'histoire, et c'est tout de même assez important. La première chose à savoir, c'est que le B1 fut développé avant le Tupolev 160, et que le bombardier soviétique est en fait une réponse au développement du B1. Celui-ci naît ça suite à l'annulation du programme de bombardier XB-70, X pour expérimental, donc c'est le bombardier B-70. En effet, cet avion est peu connu, avec seulement 2 exemplaires, construits dans les années 60. A la base, le B-70 devait remplacer les B-52 en volant rapidement Mach 3 et à haute altitude, mais un événement va changer totalement la donne en matière de bombardement stratégique. En 1960, un U-2 est abattu par les soviétiques. L'apparition de ces missiles anti-aériens qui sont capables d'abattre un U-2 font que les missions de bombardement supersonique à haute altitude sont changées au profit de missions de pénétration à basse altitude. Les radars disposent d'une zone d'ombre, ce qui fait que les avions peuvent être difficilement détectables en volant près du sol, se cachant derrière le terrain. En disposant d'une carte des sites de lancement de missiles, les bombardiers peuvent voler autour des défenses en slalomant entre les champs de détection. Le vol à basse altitude fournit également aux bombardiers une protection contre les chasseurs. Les radars de l'époque ne peuvent pas surveiller le sol si l'antenne du radar est braquée vers le sol afin de détecter les cibles à basse altitude. Les nombreuses réflexions parasites du sol submergent le signal renvoyé par la cible, la rendant complètement masquée pour un observateur. Il faut alors attendre 1972 et l'arrivée du radar Heitlark pour que l'Union soviétique mette en service des avions d'interception capables d'observer vers le bas. Toutefois, même ce radar à fort dévié vertical, désigné par les anglophones Look Down, Shot Down, a une capacité limitée. Le Strategic Air Command se trouve lui-même dans une position inconfortable. Les bombardiers sont conçus pour être efficaces à grande vitesse et haute altitude. Atteindre ces performances a coûté cher en termes d'ingénierie et d'investissement financier. Comme je vous l'ai dit, le B-70 fut conçu pour les bombardements à grande vitesse et haute altitude. Or, avec le changement de doctrine d'emploi, le B-70 verra sa vitesse limitée à 0,95 Mach, à peine mieux que le B-52, avec un emport moindre et un rayon d'action bien plus faible, tout en multipliant les coups par 3. Ainsi, avant même son premier vol, le B-70 était déjà obsolète. L'avènement des missiles sol-air, ainsi que le développement des missiles balistiques, remirent en cause le fondement même de posséder une flotte de bombardiers stratégiques. Mais il faut aussi savoir que les soviétiques firent de même avec le Sukhoi T-4, qui est une réponse du B-70, pour finalement eux aussi annuler leur propre programme. Le rythme de développement des missiles balistiques américains fut si rapide qu'en l'espace de 4 ans et demi, le nombre de missiles en alerte dépassa celui des bombardiers pilotés. Le 26 octobre 1952, les derniers exemplaires du B-52 et du B-58 furent officiellement livrés au commandement et pour la première fois depuis 1946, aucun modèle de bombardier ne fut conçu ni mis en commande pour les remplacer, sonnant le glas des bombardiers stratégiques. Mais là aussi, un événement va encore tout changer. La guerre du Vietnam fut une claque monumentale pour les Américains. Le Pentagone se renda compte que les missiles balistiques, c'est bien, mais dans une guerre de guérilla, voire même une guerre conventionnelle, leur usage devient inefficace dans une jungle épaisse où l'ennemi est sans cesse en mouvement, sans grande quantité de matériel. Et c'est là qu'intervient le Strategic Air Command, avec pour mission des bombardements
tant stratégique que tactique. Une énorme quantité de bombes, représentant tout de même 3 fois le tonnage total déversé par les bombardiers B-17 et B-24 en Europe pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, fut lâchée au cours de cette longue campagne de 8 ans que menèrent les B-52. C'est ainsi qu'il a fallu attendre 1969 avec l'arrivée de Richard Nixon pour relancer le successeur du B-52 avec, enfin, le développement du B-1. North American Rockwell s'occupera du développement de l'appareil et General Electric des moteurs. Cette fois, contrairement au B-70, l'US Air Force demande dans le cahier des charges un appareil rapide, tant à basse altitude qu'à haute altitude, d'où le choix d'une aile à géométrie variable. Le B-1 est composé de 4 membres d'équipage et dispose d'une capsule éjectable et non de siège éjectable. Avec 3 soutes ventrales, il peut transporter 34 000 kg de bombes plus 22 000 kg sur 6 points d'emport externes, le tout avec une vitesse maximale de Mach 1,25 et une altitude max de 18 200 km. Le premier vol est effectué en 1974, avec des essais jusqu'en 1976. Mais là aussi, un problème apparaît. En 5 ans, le coût unitaire a doublé. Ainsi, le président Jimmy Carter annule le programme en 1977, préférant les missiles de croisière. Puis en 1981, nouveau changement d'administration avec Ronald Reagan qui relance le programme et la production de l'appareil. Un total de 100 Rockwell B-1B Lancer entra en service entre 1984 et 1988. Alors pourquoi je dis B-1B ? Il faut savoir que le B-1A fut sous Jimmy Carter, puis entre-temps l'US Air Force lança un appel d'offres pour un appareil capable d'emporter les nouveaux missiles de croisière ALCM. L'industriel propose alors en 1980, avant l'élection de Reagan, la version modifiée, le B-1B. Au profit de la perte de vitesse à haute altitude qui va passer de Mach 2 à la base à Mach 1,25, l'appareil a une structure renforcée, plus d'emport de bombes, de carburant et une signature radar divisée par 10 par rapport au B-1A. C'est ainsi que naissa le B-1B. Mais l'avion connaîtra, comme tout nouveau matériel, des défauts de jeunesse. Tout d'abord, une surconsommation à basse altitude lors de manœuvres, ce qui va entraîner une modernisation des commandes et de l'électronique de bord tout au long de sa carrière. Le coût total des 100 appareils est estimé à 30 milliards de dollars, et je ne parle ici que de la conception. Pour exemple, on estime que le coût pour 1 heure de vol est à 60 000 dollars en moyenne. Vous comprenez mieux quand même le budget de la défense américaine. Nous allons passer du coup aux soviétiques avec le Tupolev 160, qui a contribué sans le vouloir à l'explosion aussi des coûts de développement et de mobilisation à l'image des sous-marins Typhon dans une URSS en difficulté économique. Attention, je n'ai pas dit que c'était un mauvais appareil, loin de là, je vais y venir. Les soviétiques, découvrant le programme B-1, décident eux aussi de lancer leur propre bombardier multimission. C'est Tupolev qui sera chargé du programme. Ce constructeur est le seul à avoir l'expérience et les capacités de mener ce projet ambitieux. En effet, il faut savoir que Tupolev a développé le Tupolev 144, donc ils ont quand même pas mal d'expérience. Le programme du Tupolev 160 commence en 1973 pour finir avec un premier vol en 1981. Contrairement aux États-Unis, les soviétiques ne feront pas de pause dans le développement avec l'arrêt du programme B-1 sous Jimmy Carter. La principale différence entre le B-1 et le Tupolev 160 réside dans son cahier des charges et donc de sa doctrine d'emploi. Le Tupolev 160 n'a jamais été pensé pour être un bombardier à basse altitude, contrairement au B-1B. En conséquence, la vitesse du Tupolev 160 est largement supérieure au B-1, avec une vitesse de Mach 2 contre 1,25. Au niveau de l'armement, le Tupolev 160 peut emporter 40 000 kg d'armement avec 2 soutes contre les 34 000 pour le B-1. Mais il faut savoir que ce dernier peut employer aussi des armes plus diversifiées et augmenter sa charge utile de 22 000 kg en externe. Autre point important, si le B-1 et le Tupolev 160 sont des bombardiers, ils sont dans des classes différentes. Le B-1B est fait pour apporter un soutien direct, se mettant possiblement en danger. Le Tupolev 160
est une plateforme de missiles à distance permettant aux bombardiers de se tenir hors de portée de la défense ennemie. En conséquence, il peut emporter 12 missiles de croisière Kh-55 ou 24 missiles Kh-15P. Le Tupolev est aussi plus grand. Enfin, contrairement au B1B, le Tupolev 160 fut modernisé sous le nom de Tupolev 160 M2, avec non pas une refonte, mais la construction quasiment de nouveaux appareils. On estime le nombre de Tupolev 160 de première génération à 36. Quant au Tupolev 160 M2, il est prévu d'en construire 50. Concrètement, quelle est donc la différence entre la première et la dernière version? Le Tupolev 160 M2 est équipé des nouveaux réacteurs NK3202 à partir de 2020. Ces moteurs sont bien plus économes que les précédents, permettant d'augmenter l'autonomie de 1000 km en plus. Enfin, l'électronique est entièrement refait et il est apte à recevoir les nouveaux missiles supersoniques russes. Le coût unitaire du M2 est estimé, en 2020, à 216 millions d'euros l'unité. Quant au B1B, son nombre fut progressivement réduit de 100 à 45 exemplaires en 2021, avec un retrait qui est prévu en 2036 au profit du B2 et de son successeur. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.